Salut. Salut. Ça va Thomas? Bah ça va très bien et toi Mathieu? Oula ça va mais j'ai plus de voix, je crois que ça s'entend hein. Oui alors on est samedi, t'as parlé un peu fort, t'es peut-être sorti hier. Je suis peut-être éventuellement sorti hier, c'est possible. Donc, samedi, Festival international des jeux de Cannes 2024. On a joué à des jeux, on va vous les débriefer comme d'habitude. Tout à fait. Des jeux qu'on a plus ou moins aimés, c'est des retours de salon. Voilà, ça peut quand même être un peu variable. Tout à fait. On prend des pincettes. Voilà. Ben allons-y. Mathieu, tu commences, c'est toi qui parles d'Arum, c'est ça? Aurum. Aurum, pardon. Comme le nom latin de l'or. Ah, d'accord. C'est un jeu sur eh bien, je ne le savais chimie pas. et sur la transformation de l'or. J'en apprends tous les jours. En fait, c'est un jeu de pli, pour être très franc, mais il y a des petits twists. C'est un jeu de pli dans lequel on doit fournir à une couleur qui n'est pas dans le pli. C'est un jeu de pli dans lequel le joueur qui a joué la plus petite valeur va récupérer un atout, et cet atout, si on ne l'a pas utilisé dans la manche, il nous fait des points de victoire. C'est aussi un jeu de pli un peu comme le whist, dans lequel on va sortir une carte de sa main qui est chiffrée et qui va nous donner également le nombre de plis qu'on va devoir faire si on veut marquer des points. Et celui qui a le plus de points gagnera la manche, bien sûr. Sauf que si on ne remplit pas le pari, on n'a pas de points. Si on remplit exactement le pari, on marque 2 fois la carte, et si jamais on a plus, on marque simplement les points de notre carte. Donc, c'est très tendu parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de choses qui sont prises à contre-poil du jeu de pli normal. T'as pas envie de mettre des trop grosses valeurs, d'acheter un pli en ouvrant, parce qu'en fait les autres ils vont jouer des grosses valeurs et ils vont avoir des gros atouts qui rapportent beaucoup de points. Donc il y a plein de petits trucs comme ça où tu te dis ah j'aimerais bien faire ça, mais en fait non. Ce qui fait que ta première partie, ta première manche, c'est assez impalpable, tu as l'impression de rien maîtriser, et puis après tu te dis ah mais c'est comme ça que ça marche. Et en plus, tu joues soit à 3, et c'est exactement ce que je t'ai dit, soit tu joues en équipe, et tu joues avec un partenaire qui est en face. J'aime bien ça, moi. Et ça marche plutôt bien. J'avais essayé à 3 sur une journée Pro Gigamic, j'ai essayé à 4 aujourd'hui, ça marche vraiment hyper bien. Ok, donc un jeu que tu recommandes plutôt. Un jeu que je recommande, alors c'est pas pour les joueurs qui débutent le jeu de pli, clairement, c'est vraiment un jeu. Ok, mais pour ceux qui aiment ça, ils vont se faire plaisir. Ouais, pour ceux qui aiment ça, alors ça te prend clairement à rebrousse-poil, mais ça marche vraiment plutôt pas mal. C'est un peu j'ai l'impression qu'il y a une petite tendance retour du jeu de pli là en ce moment sur le salon. J'ai l'impression d'en avoir vu beaucoup. Ouais, il y en a eu beaucoup ces dernières années en fait. Je sais pas si le marché va pas s'essouffler un peu comme le roll and write, tu vois, il y en a eu beaucoup certaines années. Là, on commence à dire ah finalement peut-être on a peut-être épuisé un petit peu le filon. Mais en tout cas, ça procure des sensations assez rigolotes et assez bizarres. D'accord, très bien. En parlant de roll and write, on fait un petit jeu qu'on va courir rapidement. J'ai joué à la 3e version de Next Station, qui est Next Station Paris. Alors c'est vrai que moi je suis pas forcément très client de cette gamme-là. J'ai pas trouvé que ça changeait radicalement le jeu, mais bon, les gens étaient contents. Il a l'air d'être un peu plus permissif que les autres, parce qu'on a une grosse station au milieu qui compte comme un quartier, qui a un super joker où on peut passer autant de fois qu'on veut. Il y a aussi des endroits où on peut se croiser exprès, où on peut se croiser, ça fait des points si on croise. Donc le jeu a l'air d'être un peu plus abordable, un peu moins piquant que peuvent être les autres quand on se rate. Tokyo est dur, ouais. Voilà, Tokyo était un peu plus dur, donc voilà, je pense que c'est pour ceux qui aiment, allez voir, ça peut être sympa, et ceux qui trouvent les autres plus difficiles, allez voir aussi. J'enchaîne sur un wank auquel on a joué, qui s'appelle A While to Look. Alors c'est un jeu dans lequel vous êtes une agence de voyage pour aller emmener voir des touristes, voir des orques ou des baleines. Il y aura 6 spots différents, vous avez 3 bateaux, il faudra placer vos spots sur les emplacements, et si jamais on voit des baleines ou des orques, les gens sont contents, vous marquez des points. Plus il y a de gens sur vos bateaux, plus vous marquez de points. Voilà, tout simplement. Et les orques qui bouffent pas les gens? Les orques ne bouffent pas les gens, ils n'attaquent pas les bateaux. Quelle déception. Pas en Espagne, voilà. Donc vous avez 6 emplacements dans lesquels vous pourrez vous placer, et ces emplacements, autour d'eux, on va trouver des endroits avec des zones poissonneuses. Évidemment, les zones poissonneuses, elles sont adjacentes à plusieurs emplacements, et donc les baleines vont arriver sur la zone qui est entourée par le plus de poissons, les orques qui sont entourés par la zone où il y a le moins de poissons. Je ne sais pas bien pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc l'idée, c'est qu'à votre tour, vous allez pouvoir regarder une de ces zones avec les poissons. Donc vous allez pouvoir en regarder 5 sur les 9. En fonction de ce que vous avez vu, ça va vous permettre de placer, j'ai dit 5 sur les 9, c'est 5 sur les 12, pardon. En fonction de ce que vous avez vu, vous allez pouvoir placer vos bateaux et essayer de faire des paris. Mais 5 sur 12, ça fait pas beaucoup, donc il va falloir essayer de deviner ce que font les autres pour essayer de se placer. Je crois qu'on peut dire que le jeu n'a pas convaincu. Chez nous, très clairement. On a fait une partie en été 4, je crois que j'étais le plus enthousiaste, mais je suis sorti en mode ok, parce que finalement on a trouvé ça assez hasardeux, on voit peu de choses, on peut pas tant faire de guessing que ça, il n'y a pas vraiment de pouvoir, d'effets qui peuvent changer le truc. On peut se retrouver avec 0 points assez facilement, pas très gratifiant, pas très marrant,
Voilà, on est un peu passé à côté quoi. Wank nous a habitués à mieux quoi. C'était une question d'intensité de jeu du coup et de peu de contrôle. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'est un peu dit, bah, ok, on a vu un peu des trucs, on va se placer au hasard, mais on saura pas plus quoi. Sachant qu'il y a 2 manches, d'une manche à l'autre, il n'y a pas grand-chose qui change finalement. Bon, voilà, c'est un peu plat. Oh, ça arrive. Voilà, tout à fait. Je te rends la main. Exactement. Un jeu auquel on a joué tous les deux ce matin qui s'appelle Atlantis Rising. Alors Atlantis Rising, c'est un gros jeu coopératif, c'est une réédition. Je n'avais pas joué à l'original. Et donc on joue les Atlantes et l'Atlantide est perdue, perdu, ça va couler et on a une belle île. Et donc petit à petit, elle va venir être submergée. On a 6 quartiers qui vont produire des ressources, les transformer, permettre de piocher des cartes. Bon, on a un plan pour sauver la civilisation atlante, c'est clairement construire un portail. C'est ça, on sauve les gens, pas l'île. Oui, et pour ça, il va falloir construire des appareils. Et une fois qu'on a construit tous ces appareils, on peut construire le cœur du portail. Dès qu'on l'a fait, on a gagné la partie. Par contre, s'il reste encore des gens sur l'île avant qu'on ait terminé, glou, c'est perdu. Et on va jouer un personnage qui va avoir un pouvoir, qui va avoir des suivants. Et donc, on va essayer de se placer sur les différentes actions. On va aussi les planifier ensemble. Donc vraiment, c'est de la coordination. Et ensuite, on a des catastrophes qui sont un gros paquet de cartes qui vont arriver, qui vont submerger nos quartiers, qui vont avoir des effets aussi. Bien entendu, c'est un peu une catastrophe divine, donc ça va être de plus en plus galère. Et une fois qu'on a résolu les catastrophes, on applique les effets de toutes les actions des gens qui ne sont pas noyés, qui ne sont pas en train de nager pour revenir à la rive. Exactement, parce que plus on va mettre nos pions proches de là où la catastrophe peut arriver, plus ils ont des chances de faire les actions, mais plus ils ont aussi de chances de se faire noyer quoi. Et du coup la tension elle est pas mal. Alors on a un peu roulé sur le jeu parce que je suspecte qu'on a fait une erreur de règle, c'est un jeu qui a une réputation pour être difficile et on a joué apparemment en plus difficile et ça s'est très bien passé. Et donc en fait c'était assez sympa de se coordonner. Par contre c'est vrai qu'on peut avoir un côté effet leader où à un moment on se pose la question, on compte ce qui reste, on compte ce qu'il y a à faire. Tout est assez maîtrisable jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'il y a un événement qui va complètement changer la donne. C'est hyper punitif là-dedans, mais en même temps ça fait un peu le sel du jeu. Tu te sens floué, mais tu sais que le jeu il n'est pas là pour te faire des cadeaux. Je pense que c'est mieux que ça arrive comme ça, que tu aies des événements qui causent une émotion forte et vraiment négative. Genre à un moment on était près de la victoire et le jeu nous a dit bah non vous pouvez pas construire là ce tour-ci, le portail vous pouvez pas le faire maintenant. Et du coup, c'est vrai que tu te dis, attends, on avait réuni les matériaux, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse couler plus de trucs. C'est quoi ce jeu? Ça marche très bien, vous inquiétez pas, on est là pour souffrir, on sait ce que c'est, on aime les éclosions à pandémie. Moi, je suis moins enthousiaste, ça m'a laissé un peu froid. C'est vrai que c'est vraiment un jeu où on va parier sur les résultats des dés et tout. J'ai l'impression que nous, ça s'est plutôt pas mal passé de ce côté-là. Moi, je me suis un peu ennuyé en vrai. J'ai trouvé le jeu assez froid. Et c'est peut-être un peu long en fait. C'était long. Surtout à la fin où on était en mode ces ressources-là, on en a plus besoin, on a besoin que de ça. Bon, voilà. Je pense vraiment qu'il y avait quelque chose qui nous a manqué parce qu'on n'était pas assez tendu. C'était peut-être aussi cette question d'erreur de règles qui cause ça. Maintenant, c'est un retour salon. Comme on vous le disait en début de vidéo, voilà, ça peut changer. Après, moi, j'en referais bien. Tu vois, si tu m'en reproposes une, je vais te dire carrément. L'expérience m'a plu. Visuellement, tactilement, c'était cool. Tu sais exactement où t'en es, t'as pas des jauges, c'est pas un truc comptable, alors que c'est de la pose d'ouvrier. Ouais, c'est vrai. Moi, je crois que je passerai mon tour. C'est pas le côté pose d'ouvrier plus aléatoire du résultat de l'action. Bon, moi, ça m'a pas trop conquis. On passe au jeu suivant. On passe au jeu suivant et le jeu suivant. Alors le jeu c'est Naekos. Naeko, exactement, pas Naekos, puisqu'il y a une petite astuce dans le nom. Si vous trouvez comment le nom est écrit, vous comprendrez ce qu'il veut dire. C'est difficile de garder son sérieux car évidemment, vous avez vu, on est dans un endroit où il y a plein de gens, il y a des gens qui font les imbéciles derrière nous. Merci Hugo, tout le monde te voit. Ah bah non, juste nous. Donc Naeko, c'est un jeu qui est chez les jeux au plat. Donc on reste sur un thème évidemment nature. C'est un jeu qui est fait en partenariat avec Sea Shepherd. Donc on va avoir des poissons. C'est un jeu de construction de tableau. On va piocher des poissons. On va les placer à 4 niveaux de profondeur. Il faudra toujours que ce soit adjacent. Il faut toujours que nos poissons sont numérotés de 1 à 4 en fonction de leur position sur la chaîne alimentaire et qu'on fasse des enchaînements, mettre des proies à côté de leurs prédateurs. En fonction de comment on les a mis, on va marquer des points. Il y a quelques petits objectifs comme ça. Voilà. Donc c'est un jeu pour ceux qui aiment le placement de tuiles qui va plaire, hein. Vraiment on est typiquement sur le cas du jeu de placement où il faudra bien choisir ses tuiles et bien les disposer. On est sur une édition que moi je trouve superbe avec des fonds
des fonds de couleurs et les animaux marins qui sont en blanc. Voilà, ça m'a pas transcendé, ce sera pas mon jeu préféré. Maintenant, voilà, je pense qu'il est agréable à jouer. Moi, je trouve que ça tourne très bien, tu vois, il y a vraiment ce côté, je fais ma collection, mais en même temps, c'est pas juste de la collection, il faut agencer correctement ta collection. Ça demande une réflexion plus poussée. Tu penses que ça va être simple, alors qu'en fait, tu te prends un peu la tête, mais c'est pas non plus trop difficile. Je trouve que tu vois, c'est le bon ratio de abordable par rapport au temps que ça dure et par rapport à l'expérience que c'est. Je dis pas que j'y jouerai jusqu'à ma mort, mais en tout cas, moi j'ai trouvé l'expérience plutôt réussie et très belle. Ouais, on retrouve le système de scoring, on n'a peut-être pas parlé, qui est important dans le ressenti, qui est, on a 4 niveaux, 1, 2, 3, 4, et ce sera le nombre de poissons du niveau où on a le moins qui va scorer, ce qui force à faire un équilibre. Et moi je sais que c'est un truc qui dans le cas présent m'a un peu gêné, parce qu'on est obligé de faire les 4 en fait. Et j'ai trouvé qu'assez vite, on était sur la fin de partie, je m'étais dit, bah tiens, je sais forcément ce que je vais faire parce que si je rajoute ces poissons-là, ils me feront pas de points, en fait. Et c'est ça qui m'a un peu frustré, c'est que je trouvais que c'était long de faire des choses qui me ramèneraient des points. Et que ça manquait un peu de tension vers la fin. Ouais, c'est ça. Peut-être pour toi. Voilà. Okay. Voilà. On va passer au jeu suivant. Alors ça, c'est toi qui as joué, c'est Loot. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, Loot avec 3 O. Alors, à ton avis, il y a un thème, c'est quoi? Les poissons. Non, les Vikings. Ah, raté. Alors, Loot, c'est un jeu de viking dans lequel vous avez votre petit tableau, votre petit fjord, qui est complètement vide parce que vous avez envoyé tout le monde en expédition. Il n'y a pas de poissons dans le fjord? Vous allez piller. Okay. Non, il n'y a pas de poissons. Ah, tant pis. Et donc, vous allez ramener votre loot, votre butin dans votre fjord. Comment est-ce qu'on joue? Et ben, à son tour, on prend un de ces meeples vikings, on va le placer soit à côté de la plage, soit à côté d'un autre meeple viking, mais même d'une autre couleur que le sien. On ne peut pas le poser dans une même case. Et ça va nous permettre de récolter des ressources, on va pouvoir piller des moutons, battre des gens et donc récupérer leurs armes, on va pouvoir évidemment couper du bois, parce que quand il y a trop de neige, il n'y a pas de bois. On peut aussi piller des chaumières, on peut même attaquer des tours ou des châteaux. Mais attention, il y aura des conditions un petit peu plus particulières et ces réserves de bâtiments, elles sont en quantité limitée, on va vraiment se fighter pour ça. Et donc, quand on prend des tuiles, à chaque tour, on va venir les placer dans notre fjord. Et les placer dans notre fjord nous rapporte des points parce qu'on va avoir des petites quêtes, des tuiles quêtes, et si on place les choses autour correctement, on va valider cette quête. En plus, à la fin de son tour, on va avoir la possibilité de récupérer des jetons de quêtes supplémentaires qu'on va pouvoir aussi placer chez nous. Si on les résout, ils vont valoriser un certain type d'éléments dans notre tableau. Si jamais on ne les valorise pas, ils nous font des points négatifs. On va jouer en tout 12 tours parce qu'on a des petits jetons spéciaux qui vont nous permettre de jouer 2 fois, de se placer ailleurs, de doubler les gains de ressources. Vraiment, ça c'est une fois par partie. Et grosso modo, ça va vraiment être un jeu dans lequel il faut optimiser ces 12 tours. Mais en même temps, tu es en présence des autres, tu es dans un jeu qui est quasi abstrait. C'est un jeu de Charles Chevalier et Bruno Catala. Un peu sur le principe de Color. Ok. De Cap Color. Et vraiment, tu vas chercher à capturer des choses tout en essayant de ne pas laisser trop d'opportunités tactiques à l'autre. Donc il y a vraiment une tension qui est là, qui est tout le temps là. Le jeu est peut-être un peu lourd en règle à première vue, c'est-à-dire que quand on t'explique le jeu, tu dis waouh, il y a beaucoup de choses pour un jeu qui se veut hyper accessible, qui se veut un petit peu à l'étage d'Acropolis, on va dire, même s'il y a moins de scoring. Mais en fait, c'est un petit peu difficile et challengeant pour un public tout public. C'est plutôt un jeu initié. Ok, d'accord. Et alors, de ton ressenti, toi, c'est quelque chose que tu as aimé, que tu as envie d'y retourner ou... Alors oui, mais est-ce que c'est le jeu qui m'a le plus plu du salon? Je ne pense pas. Par contre, je trouve qu'il y a des dilemmes intéressants, et tout le temps dans une sensation de tension. C'est pas très long, c'est vraiment 3 quarts d'heure à 4. Donc une fois que tu as les règles, c'est hyper dense et en même temps, tu as une expérience de jeu qui est plutôt cool et satisfaisante parce que tu remplis ton fjord, tu fais tes objectifs. Tu as un côté très agressif contre les autres et en même temps tu as un côté très constructif pour toi, donc tu as un peu le meilleur des deux mondes. Tu as ton petit tableau personnel que tu fais dans ton coin et tu as aussi le moment où tu agresses les gens, tu leur piques les priorités. Voilà, tu as vraiment un peu donc oui, c'est solide comme proposition quand même. Très bien. Et on va passer au dernier jeu. Dernier jeu, ce sera Pixies. Alors Pixies, c'est chez un éditeur qui, moi, depuis quelques années, vraiment ce qui sort me plaît beaucoup à chaque fois. C'est chez Bombix. C'est une petite boîte dans le format Sea Salt and Pepper. Je parle de Sea Salt and Pepper à dessin, puisque justement en parlant de dessin et d'illustration, ils nous ont refait le coup qu'ils ont fait sur Sea Salt and Pepper, c'est-à-dire que de ne pas faire d'illustration mais de mettre des photos de création. On avait des origamis, là c'est
un artiste qui a créé des petits personnages, des petites fées. Il y en a certaines qui servent à décorer le stand évidemment. Donc déjà on est sur un jeu qui a une présence graphique qui est vraiment chouette. Là aussi c'est un peu la marque de fabrique chez Bombix. Souvent quand même ça fait toujours très plaisir en termes d'édition. Le jeu lui-même. Alors le jeu lui-même c'est très simple. On va mettre autant de cartes qu'il y a de joueurs sur la table. On va choisir les cartes les uns après les autres. Le premier joueur tourne pour que ce soit pas toujours le même qui soit obligé et ainsi de suite. Ces cartes elles sont numérotées de 1 à 9, elles sont à plusieurs couleurs. On va faire un tableau. Il faut faire des zones de collection avec des choses de la même couleur. Mais le petit truc c'est qu'en gros dès qu'on a pris une carte avec une certaine valeur, on la met dans l'emplacement qui correspond. Si je prends une autre carte de la même valeur, eh ben, je pourrais choisir entre ces deux cartes laquelle je mets sur le dessus, laquelle va me faire des bonus ou des malus. Si jamais j'ai déjà deux cartes, la troisième il faudra que je la mette ailleurs. Mais attention, c'est intéressant d'avoir deux cartes avec le même numéro parce que c'est le seul moyen que le numéro me rapporte des points. C'est-à-dire si j'ai un seul 1, il me fera pas de points. Si j'ai un seul 9, il me fera pas de points. Par contre, si j'ai un 9 qui a recouvert un autre 9, et ben là j'aurai 9 points en plus. Alors évidemment, on va faire des zones qui sont adjacentes. On a des cartes qui nous donnent des points positifs, des cartes qui nous donnent des points négatifs. C'est très simple, c'est très abordable. Les règles sont assez évidentes. Voilà, il y a clairement un public comme ça pour ça. C'est vraiment le jeu de placement qui plaît. Comme en plus c'est du draft, ça va râler parce qu'on va regarder ce qu'on prend, ce qu'on laisse aux autres, ce qu'on va leur laisser pour éventuellement les bloquer. J'ai un truc qui m'a paru bizarre sur le jeu, c'est qu'il y a 3 manches et en fait d'une manche à l'autre, on repart à 0 et il y a des choses qui augmentent en score d'une manche à une autre. Et ça c'est un truc qui moi m'a pas trop plu parce que finalement pourquoi tu aurais plus de points à la première qu'à la troisième manche? Ça a du sens sur une première partie parce que tu as pris de la compétence et tu deviens meilleur. Sur d'autres parties un petit peu moins. Néanmoins ça a été plutôt un plaisir à jouer, une superbe édition. Enfin vraiment c'est chouette. Voilà, je vous recommande d'y aller. Ok, moi je l'ai joué sur BG1 et du coup j'ai une question pour toi parce que je trouvais ça assez agréable aussi. Ouais. Mais est-ce que le scoring est cool ou chiant? Parce que vraiment, je ne sais pas. Alors, BGA a scoré pour moi. C'est une bonne question. Ouais, c'est un peu pénible. Parce que 3 manches, à chaque manche, il y a 3 façons de scorer. Et on est vraiment obligé de les faire les unes après les autres parce que sinon on s'y perd. Hein, parce qu'à chaque manche, on fait entre 30 et 50 points. Quoi, donc, t'es vraiment obligé de compter tes trucs les uns après les autres. Et donc, ouais, t'as quand même une grande feuille de scoring à remplir. C'est pas le moment agréable, je suis assez d'accord. Ok. Effectivement, c'est peut-être l'autre bémol, tu as raison. Merci Thomas. Merci Mathieu. On vous rappelle que c'est des parties à chaud faites sur un festival, donc c'est évidemment à prendre avec des pincettes. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un pouce, et si vous n'avez pas aimé la vidéo, partagez-la à quelqu'un que vous n'aimez pas. Exactement, voilà. Hein, ça lui fera plaisir. Et qui lui plaira peut-être. Peut-être. Et qui lui mettra un pouce. Et s'abonnera, on espère. Et s'abonnera. On vous dit à bientôt pour des débriefs, pour Bien plus sûr. d'infos, pour plus de ludo-chrono. N'hésitez pas à visiter le site ludovox.fr aussi pour nos ressentis sur d'autres jeux que nous n'avons pas forcément joués. Tout à fait. Et à bientôt. Ciao. Ciao.